Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. La Commission européenne a sanctionné Apple et Meta. Les agents pénitentiaires ont été ciblés. Nous voulons que ça soit fait. Nous parlons de gens qui meurent. Menacés, on a tiré sur leur maison. Si pour une raison ou une autre, une des deux parties rend les choses difficiles, nous allons juste dire « vous êtes des imbéciles, vous êtes des personnes horribles ». Si les Américains lâchent l'affaire, c'est débrouillez-vous. Je dis aux boulangers, attention. Au total, Jean-François Bandet a été verbalisé à hauteur de 80 000 €. À titre personnel, je suis prête à aller aider un boulanger bénévolement s'il en a besoin. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'entreprise veut ouvrir, les salariés veulent travailler, on les sanctionne, magnifique. J'appelle ça la France, mademoiselle. La France, oui, on va en parler. On va en parler d'abord de l'Union européenne, entre ArcelorMittal qui ferme les usines et les sanctions pour les GAFAM. L'Union européenne qui met les GAFAM à l'amende, ce sera avec Ludovic Malot dans un premier temps, qui sera notre invité entrepreneur et économiste, auteur du Suicide monétaire aux éditions Maya. Ensuite, on va parler bien sûr de ces attaques de prison qui se multiplient et la réponse du gouvernement qui se fait attendre avec Barbara Jouvenot, responsable communication d'Alliance Police. Et puis à 13h, on parlera Ukraine avec Régis Le Sommier, reporter de guerre, directeur de la rédaction d'Omerta, pour voir où en sont les pourparlers de paix. Et puis l'édito, ce sera sur le 1er mai, la fête des travailleurs et les boulangers. Vous allez voir, c'est assez étonnant, mais c'est la France, hein, comme on disait dans le générique. 0800 26 300 300 si vous souhaitez réagir, posez vos questions. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 14h. À tout de suite. Alexis Poulain sans réserve, l'invité. Et notre première partie, on va parler bien sûr de cette guerre commerciale, guerre des tarifs douaniers lancée par Donald Trump avec la réponse de l'Union européenne, avec Ludovic Malot, entrepreneur, économiste, auteur du Suicide monétaire aux éditions Maya. Bonjour. Bonjour Alexis, merci pour votre invitation. Merci d'être là avec nous. Alors, ça a occupé évidemment la une des médias pendant des jours et des jours, les fameux tarifs douaniers de Donald Trump. Et puis, machine arrière, retour, délit d'initié. Que fallait-il penser des déclarations de Donald Trump? Est-ce que c'était un coup d'essai? Est-ce que c'était quelque chose de mal préparé? Ou est-ce que c'était sciemment préparé au contraire? Je pense que c'était sciemment préparé. Donald Trump a dégainé comme il se doit et il en avait déjà parlé dans sa campagne, donc il n'y a rien de surprenant. Ceci dit, je pense qu'il faut voir ça pas comme une guerre commerciale, mais comme la fin d'un ordre économique. Je l'avais déjà précisé, où en fait les règles de l'OMC sont totalement remises en cause par les États-Unis, et ces règles qui ont été d'ailleurs préparées par Pascal Lamy dans les années 90 et qui ont complètement exposé les économies du monde entier à toutes sortes d'importations sans aucune règle pour faciliter les multinationales et les intérêts privés. Et surtout la Chine, c'est beaucoup la Chine qui a profité de ces règles du libre-échange et qui a fait le miracle chinois. Et aujourd'hui, Donald Trump voudrait mettre un holà en fait à cette mainmise finalement de la production chinoise sur le monde entier. Absolument. Je pense que, ayant moi-même travaillé aux États-Unis, j'ai bien constaté que il y a eu de nombreux secteurs ont été laminés par des importations chinoises à bas coût et qui a conduit à une désindustrialisation et une délocalisation massive. Et cette délocalisation massive a eu des conséquences dramatiques sur l'emploi aux États-Unis et sur des secteurs clés. Et la situation est totalement identique en Europe et en France, évidemment. Et il y a beaucoup d'usines qui ferment. Et, le chômage qui ne fait que progresser. Et du coup, on voit que la Chine, ce pays est en train de nous déposséder en termes d'emploi, en termes de technologie. Donc on est dans une situation où il faut mettre le holà, et il est temps de remettre en cause les accords de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, qui est sise à Genève et qui a mis en place ce démantèlement de la souveraineté économique, financière et commerciale des pays. Oui, et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette idéologie du libre-échange fait que ArcelorMittal, par exemple, a pu racheter pour une bouchée de pain les fonderies de la Vallée des Anges en France sur l'acier, et qui aujourd'hui, ArcelorMittal va fermer ses sites progressivement. Enfin, on voit là 600 postes qui sont supprimés d'un claquement de doigts, et des politiques français qui expliquent qu'on n'a pas vu venir le coup. C'est quand même pas très très sympathique de la part d'ArcelorMittal. Pire encore, l'Union européenne
européenne qui souffre de cette idéologie, là encore. Stéphane Séjourné, qui est le vice-président de la Commission européenne à l'industrie et à la prospérité, explique qu'il a une incompréhension sur les suppressions de postes. Il assure avoir fait tout ce que demandait ArcelorMittal pour la filière. On nage en plein délire, là. Oui, alors effectivement, on est en plein délire. Je crois que Stéphane Séjourné maîtrise pas grand-chose du commerce extérieur, en réalité. Le pauvre, il essaye d'improviser. La responsabilité, elle est directe du chef de l'État, Emmanuel Macron, puisque en réalité, la France est souveraine en matière commerciale. Elle devrait être souveraine en matière commerciale. Donc aujourd'hui, c'est la décision du chef de l'État de prendre ses responsabilités, d'arrêter le démantèlement et la désindustrialisation du pays, puisque ça nous conduit dans une situation dramatique de chômage, d'insécurité politique, sociale, économique et financière. Et les entrepreneurs dans ce pays sont fatigués de voir un excès de normes, de violation du droit commercial et du droit international avec des produits qui nous sont imposés et qui ne respectent ni les normes environnementales, ni les normes techniques et notamment en matière animale. Là sur l'acier, c'est quand même quelque chose d'assez cocasse, puisque la Commission européenne avait annoncé des réductions des importations européennes d'acier pour protéger la filière sidérurgique, et là ArcelorMittal, du fait de cette économie ouverte, rapatrie les activités support en Inde, mais aussi la production, et c'est une entreprise indienne. Donc il y a des pays et des entreprises qui vont jouer la carte nationale, et nous on a l'impression que la France, du fait des lois européennes, on n'a pas le droit, on est complètement dépossédé de cette capacité-là. Exactement, vous avez tout à fait raison. Le mot adéquat, c'est dépossession. Dépossession planétaire. C'est exactement ce qui se passe, c'est que la France a été dépossédée de sa souveraineté commerciale. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution. La seule solution qu'il y a, c'est que la France récupère sa souveraineté politique et économique et commerciale. Ça veut dire que la France doit, dès aujourd'hui, frapper du poing sur la table, faire comme Donald Trump. Est-ce qu'on peut espérer avoir cette attitude d'Emmanuel Macron? Je ne le pense pas, mais il est temps qu'il prenne ses responsabilités pour mettre un terme, je dis bien un terme, aux accords mondiaux du commerce. La France doit sortir de l'OMC et reprendre sa souveraineté commerciale pour établir des accords bilatéraux, comme l'a fait la Suisse depuis de nombreuses années, pour pouvoir être en mesure de défendre les intérêts de ces entreprises, mais aussi les intérêts du marché de l'emploi et de favoriser les entreprises et les emplois sur le marché indigène. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que la France en a les moyens aujourd'hui de faire ça? Parce que si on quitte l'OMC, ça veut dire qu'on a une économie qui dépend aussi beaucoup de l'export. Oui. On l'a vu, d'ailleurs, les tarifs douaniers, tout de suite, ça a été une crise majeure pour beaucoup d'entreprises françaises du CAC 40, qui sont aussi des multinationales. Est-ce que c'est possible de faire ça quand on est la France? Oui, c'est tout à fait possible de le faire. Le président a tout à fait le pouvoir de mettre fin à cette gabegie en matière de relations commerciales complètement débridées. Donc je pense que c'est quelque chose, c'est une décision politique. Et voilà, je pense que chacun a la possibilité. Je pense pas qu'il faille être dans une logique de complètement fermer les transactions et de pas faire des échanges. Mais il faut que ça soit équilibré, et ça peut être équilibré que dans le cadre d'accords bilatéraux, où chaque pays a intérêt à commercer, et aussi que les normes qui sont appliquées, par exemple, dans l'agriculture en France, ces normes doivent être respectées pour les importations. Il n'est pas acceptable de faire venir des produits en France qui ne respectent ni les animaux, ni l'environnement, et qui sont des produits de mauvaise qualité. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On a vu l'histoire avec les poulets qui venaient d'Ukraine. Non seulement l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, et en plus on est envahi de produits qui sont toxiques et qui ne respectent pas l'environnement. C'est quand même un scandale. C'était le cas avec le Mercosur aussi, on en a parlé lors du Salon de l'agriculture. On a l'impression que ce dossier s'évapore, qu'on ne va pas en parler jusqu'à ce que les accords finalement soient imposés. Là encore,
encore très peu de choix de réponse vis-à-vis de ça. Les agriculteurs ont alerté sur ces accords internationaux et pourtant ça continue. Oui, ça continue parce qu'on voit qu'il y a une volonté de Bruxelles diabolique, je dirais diabolique, à l'encontre de notre agriculture, nos agriculteurs, pour détruire déjà le secteur et envahir notre pays de produits de mauvaise qualité qui respectent pas les normes, pour la plupart aussi qui sont génétiquement modifiés. Depuis les États-Unis et l'Amérique du Sud est connue pour utiliser des produits génétiquement modifiés. Aux États-Unis, c'est aussi les hormones, tous ces produits qu'on n'a pas du tout envie de voir dans notre pays et qui seront imposés aux agriculteurs. Donc aujourd'hui, en matière commerciale, ça doit être très clair. Tout ce qu'on peut produire en France doit être sourcé en France. Il n'y a aucune raison de faire venir de la viande, des produits laitiers qui viennent d'ailleurs. Aucune. La France peut produire l'ensemble des denrées alimentaires des Français et ça doit être produit en local. Quand j'entends des producteurs de pommes qui sont obligés d'arracher leurs arbres parce que, soi-disant, ça n'est plus rentable, qu'on est concurrencé par des pommes polonaises ou je ne sais où, on marche sur la tête. Vraiment, on marche sur la tête. C'est le cas de la lavande, c'est le cas aussi de la vigne qu'il faut arracher parce que ça se vend plus apparemment. Alors que ce sont des filières entières, c'est assez étonnant. L'autre problème que vous soulevez dans votre livre, le suicide monétaire, c'est celui de l'euro, qui est l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire que depuis que l'euro est devenu notre monnaie unique, on a vu une inflation qui ne dit pas son nom, mais on voit bien que le prix de la vie a vraiment augmenté dans tout, les biens de consommation courante, etc. Et rien n'est fait pour empêcher cette inflation. Et aujourd'hui, on a Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie, qui revient sur X et qui a fait, je crois, dans Le Temps, justement, en Suisse, un article sur « Il est temps que l'euro devienne une monnaie de référence des échanges internationaux ». C'est une blague. Je pense que monsieur Le Maire n'a pas beaucoup de crédibilité. Il est parti se réfugier à Lausanne, dans une université d'ailleurs qui voulait pas de lui. Je dois dire que c'est assez pathétique venant de monsieur Le Maire. Effectivement, nous sommes pas en inflation, nous sommes en hyperinflation. Donc depuis l'introduction de l'euro, c'est une destruction du pouvoir d'achat, une paupérisation de la population. On le voit. Il y a beaucoup de familles en France qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Bien sûr, ouais. Donc on est dans une situation extrêmement grave où cet euro, cette monnaie, cette fausse monnaie, n'est plus pas adossée à quelque actif réel que ce soit. Moi, je suis franco-suisse. La force de la Suisse, c'est d'avoir avant tout une monnaie solide et fiable adossée aux métaux précieux et notamment l'or physique. C'est moins le cas depuis son introduction au Fonds monétaire international. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir une monnaie qui soit fiable et solide. Mais elle ne peut être solide que si elle est adossée à quelque chose de tangible. On ne peut pas se permettre de créer de la monnaie à partir de rien et de voler la valeur du travail des gens. C'est juste pas possible. Le dollar, c'est la même chose. Enfin, il n'est plus adossé à des matières physiques depuis Bretton Woods, c'est ça ? Exactement. Depuis 71, grossièrement, c'était la fin de l'étalon or. On en parlait tout à l'heure, on n'est même pas sûr qu'il y ait des réserves d'or à Fort Knox. L'audit n'a pas été fait en tout cas. Il devait y avoir un audit des lingots, mais très vite ça s'est arrêté cette idée. Et ça se trouve, il ne sera jamais fait. Donc effectivement, le dollar est dans la même situation. Grossièrement, on a une élite financière qui a pris le contrôle des banques centrales. Elles sont en réseau avec la Banque des règlements internationaux à Bâle et ils contrôlent le système à leur propre profit pour créer de la monnaie à partir de rien, donc à travers leurs banquiers centraux et les banques commerciales. Donc on est dans une situation où toutes les monnaies fiat, le dollar, l'euro, le franc suisse sont toutes des monnaies maintenant du néant, même s'il y en a encore des gens qui pensent que le franc suisse est une monnaie refuge. Ce n'est plus vraiment le cas, non, puisque la Banque nationale suisse est extrêmement exposée sur les titres. On suspecte d'ailleurs qu'elle utilise le trafic des paiements, c'est-à-dire l'argent des entreprises et des particuliers pour couvrir cette exposition de titres, puisque la Banque nationale suisse, il faut le savoir, il faut dire la vérité. Elle achète de la dette américaine. Mais quel intérêt ?
Très bonne question. Parce que la France l'a fait aussi, acheter beaucoup de dettes américaines sous Emmanuel Macron. Ça a été une des questions aussi. Pourquoi faire un truc pareil? Très bonne question. Comment se fait-il que la Banque nationale suisse et que la France achètent de la dette américaine? Quel est l'intérêt? Et quel est l'intérêt? De soutenir une fausse monnaie, qui est le dollar américain. Continuer avec le dollar et en partie dire l'euro aura sa chance en tant que fausse monnaie pour la suite. Voilà. C'est quand même assez incroyable de voir ça. Il y a aussi, et rapidement pour finir, ce projet d'euro numérique. Qu'est-ce que ça cache, ce projet d'euro numérique, pour la rentrée de septembre? Alors, en toile de fond, il y a déjà beaucoup de gens qui se posent des questions, que c'est en phase préliminaire, que ce ne serait pas au point. Il ne faut pas se tromper. Le système est au point depuis déjà très longtemps et il a été testé notamment au Nigeria et dans d'autres pays. Donc, en toile de fond, qu'est-ce qu'il y a? C'est un crédit social. Empêcher les gens de disposer des fonds comme ils le veulent. Et donc, moi, j'explique aussi que la fin des espèces, la fin de l'argent liquide, c'est la fin de nos libertés. Donc ça, il faut le comprendre. C'est hyper important aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai travaillé sur un protocole qui est disponible sur mon site ludovicmalo.com, où je mets à disposition un protocole pour réintroduire les pièces d'or et les pièces d'argent comme moyen d'échange entre la population et les commerçants. Donc ils peuvent s'approprier ce protocole et le développer au niveau local, dans un maillage qui est facile à mettre en œuvre, avec une charte de cercle monétaire libre. Donc aujourd'hui, il faut réfléchir à des alternatives à l'euro numérique, puisque ces alternatives sont viables et cette alternative ne peut être que les métaux précieux, l'or et l'argent, qui étaient utilisés auparavant par nos ancêtres pour garantir nos libertés. Merci beaucoup Ludovic Malo pour ces éclaircissements sur l'euro numérique et l'euro et les échanges internationaux. On va marquer une courte pause et se retrouver pour l'édito. On va parler justement de monnaie. Acheter la baguette par exemple avec l'euro. Et vous allez voir, c'est pas évident d'acheter une baguette le 1er mai. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors c'est bientôt le 1er mai. Le 1er mai, c'est cette journée qu'on doit pour la lutte des travailleurs. C'était un mouvement ouvrier au 19e siècle pour la journée de 8 heures. Et le 1er mai, c'était pour rendre hommage aux événements du 1er mai 1886 au Haymarket Square à Chicago, où des travailleurs avaient été tués par la police. Le 1er mai, suite à quoi des policiers avaient été visés par une bombe par des anarchistes le 4 mai. Anarchistes qui ont été condamnés alors que même certains n'étaient même pas au Haymarket et n'étaient pas membres de ce complot. Voilà donc le calendrier. Pourquoi le 1er mai en France? Eh bien, figurez-vous que dans notre calendrier, c'est un jour férié et chômé, selon l'article L31334 du Code du travail. Et ce qui fait que quand vous êtes boulanger, vous ne pouvez pas ouvrir, sauf si vous êtes le patron de la boutique. Et il y a un boulanger qui a eu le malheur d'ouvrir. Il s'appelle Jean-François Bandet. Et il a eu droit à une amende de 78 000 € pour avoir ouvert le 1er mai et fait travailler ses salariés qui étaient d'accord pour travailler et payer double. On va l'écouter. Au total, Jean-François Bandet a été verbalisé à hauteur de 80 000 € qu'il refuse de payer et pour lequel il risque un procès. Et voilà ce que lui essaye d'expliquer, c'est quelque chose d'incroyable, parce qu'en réalité, les boulangers avaient le droit d'ouvrir. Il y avait une sorte d'accord tacite qui a volé en éclats en 2006 avec la Cour de cassation et qui maintenant regarde de très très près avec les inspecteurs du travail l'ouverture des boulangeries ce jour du 1er mai. On l'écoute. L'entreprise veut ouvrir, les salariés veulent travailler, on les sanctionne, magnifique. On peut dire que c'est magnifique, effectivement, puisque en réalité, jusqu'à présent, il n'y avait pas autant de contrôle. Là, on a 4 boulangeries en Vendée qui risquent 750 € d'amende par salarié travaillant ce jour-là. L'idée, c'est bien sûr d'avoir une application des textes stricts. La Confédération nationale de la boulangerie appelle les professionnels à fermer ce jour-là, mais attendent une loi pour déroger à la fermeture obligatoire, puisque vous avez des commerces qui ont le droit d'ouvrir, les fast-food, les restaurants et tout ce qui est de ce qu'on appelle les commerces nécessaires, hôpitaux, EHPAD, etc., qui nécessitent une continuité. Mais pour la baguette, c'est niette. Et vous aviez la ministre du Travail qui était sur Sud Radio il y a de ça 2 jours. Voilà ce qu'elle disait à Jean-Jacques Bourdin sur les contrôles le 1er mai.
fait. Est-ce que vous demandez ce matin qu'il n'y ait pas de contrôle ? Je ne peux pas demander qu'il n'y ait pas de contrôle. Je n'ai pas d'injonction à donner aux inspecteurs du travail. Alors attention boulanger, boulangère, attention à l'inspecteur du travail qui pourrait débarquer le 1er mai et vous mettre une amende de 750 €. Mais la ministre, dans une grande magnanimité, a une petite idée et est prête à donner un coup de main. Qu'il n'y ait pas de contrôle. À titre personnel, je suis prête à aller aider un boulanger bénévolement s'il en a besoin. Pas sûr qu'un boulanger ait envie d'expliquer à Madame Vautrin comment faire des croissants et des chouquettes le 1er mai. Mais d'ailleurs, si vous êtes boulanger, vous avez un des responsables de boulangerie qui va travailler 22 heures d'affilée pour à la fois faire la fournée et la vendre, puisque lui peut, en l'occurrence en étant patron. Alors c'est quand même assez incroyable, dans un pays où vous avez maintenant France Travail qui passe son temps à contrôler les chômeurs. 610 000 contrôles de personnes au chômage fait par France Travail, 17% de plus. C'était en 2024. On voit bien que là, il y a une expérimentation qui s'appelle le contrôle de recherche à l'emploi, testé dans 8 régions. Le but pour repérer les demandeurs d'emploi qui respectent pas leurs engagements. Et bien sûr, Pôle emploi continue de se faire ce flicage de gens qui cherchent du travail. Et ceux qui veulent travailler, bien le 1er mai, ils sont obligés de le chômer puisque c'est une directive en droit français. On marche sur la tête, vous le savez. C'est notre pays, c'est comme ça. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et à propos de marcher sur la tête, un autre dossier qui fait froid dans le dos, c'est ces attaques de prison à répétition ces derniers jours, où on a vu de nombreuses attaques, à la fois des agents de la pénitentiaire, sur leurs véhicules, sur leurs maisons, mais aussi des prisons. Et pour en parler, on a avec nous Barbara Jouvenot, responsable de communication d'Alliance Police. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, quel est le fin mot de l'histoire, puisqu'on a vu à la fois le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, se déplacer auprès des agents de la pénitentiaire, dans un centre pénitentiaire, dire que tout le monde était mobilisé, mais au final, on ne sait toujours pas qui se cache derrière ces attaques coordonnées des établissements pénitentiaires en France. Non, effectivement, actuellement, on ne sait pas exactement, mais ce qu'on peut dire, c'est que de plus en plus, ce sont des réseaux, ce ne sont pas des criminels seuls, mais vraiment des réseaux qui s'attaquent aujourd'hui aux forces de l'ordre et notamment aux prisons et donc à la République. Mais quel est le but, en fait, derrière tout ça, puisqu'il y a des revendications sur à la fois la surpopulation carcérale, sur les conditions de vie dans les prisons, ou est-ce que c'est, comme le dit Bruno Retailleau, une réponse du narcotrafic suite aux différents coups de filet, C'était hier à Marseille, il y a eu plusieurs prises de gros bonnets de la drogue. Est-ce que c'est une guerre qui est en train de se jouer entre l'État et le narcotrafic ? On peut pas totalement s'avancer sur ça, c'est-à-dire qu'il faut laisser les enquêtes se faire, mais effectivement, ce qui semble se profiler, c'est que il y a de plus en plus d'attaques en réponse aux forces de l'ordre qui elles commencent pas à s'intéresser, mais à répondre au narcotrafic, à tout ce qui se passe en France aujourd'hui. Et donc forcément, ça ne plaît pas parce qu'ils perdent du terrain petit à petit. Et donc forcément, ils s'en prennent aux forces de l'ordre et comme je l'ai dit tout à l'heure, à la prison et à la République en général. Mais on voit bien quand même, il y a un vrai dossier sur le terme de mexicanisation de la France. Quand on voit une école maternelle obligée de déménager parce que le point de deal ne bougera pas, on a envie de dire que fait la police. Pourquoi c'est pas le point de deal qui est démantelé et les dealers qui sont tout simplement mis sous les barreaux et que c'est l'école qui déménage? C'était en région parisienne, à Saint-Ouen. Oui, bien sûr. Après, je resterai prudente sur le terme de mexicanisation, puisque on n'est pas encore comme le Mexique. On pourrait parler peut-être plus de cartélisation, c'est-à-dire que dans les moyens employés par du coup ces criminels, avec les séquestrations, les enlèvements, les gros coups de filet qu'ils peuvent faire. Mais malheureusement, face à ça, nous manquons énormément de moyens. Les policiers et toutes les forces de l'ordre manquent de moyens. Et parfois, la solution, c'est de déplacer une école ou pour protéger les personnes, oui. Mais c'est quand même incroyable de dire que il y a ce manque de moyens et de l'autre côté il y a beaucoup d'effets d'annonce. Il y a des budgets aussi qui ont été débloqués quand même pour les forces de l'ordre. C'est-à-dire que là on joue pas dans la même ligue. Les cartels, comme vous dites, ont suffisamment de moyens pour tenir une guerre de fond entre guillemets face à la police.
Oui, bien sûr, ils ont beaucoup plus de moyens, je pense, puisque il y a vraiment une économie souterraine dans la criminalité. Qu'aujourd'hui, nous, pour faire face, il nous manque beaucoup de moyens humains, beaucoup de moyens de moyens dans les. J'ai perdu mon mot, pardon, excusez-moi. De moyens techniques, matériels, ouais. Bien sûr, matériel, ouais, tout à fait, dans les armes, dans les véhicules, et tout ça, ça se débloque pas en un jour. Donc, on a de cesse de demander plus de budget, mais tout ça, finalement, c'est lié, et on n'est pas tout seul. C'est-à-dire que les forces de l'ordre sont là, certes, mais il faut aussi une justice plus ferme et aussi une politique sans faille. Donc, tout ça est très lié. Ce n'est pas juste un manque de moyens pour les forces de l'ordre. C'est un ensemble. On va parler justement de cet ensemble et des moyens de l'État face au crime organisé. Avec vous, Barbara Jouvenot, responsable communication Alliance Police. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. On se retrouve en direct avec Barbara Jouvenot, responsable communication d'Alliance Police, pour parler justement de cette lutte contre les cartels. Vous disiez qu'il y a un manque de moyens criant pour la police, mais également pour le ministère de la Justice, où il y a un tout qui fait que aujourd'hui, on a l'impression que les dossiers sont de plus en plus brûlants et que ça n'avance pas assez vite. Alors, il y a eu la promesse de Gérald Darmanin de faire des nouvelles places de prison, des prisons de haute sécurité, des prisons avec des préfabriqués. Côté police, Bruno Retailleau se veut très volontaire, mais c'est difficile. Est-ce qu'il y a une solution quand même ? Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce qu'on fait du surplace ? Je pense qu'on fait un petit peu de surplace actuellement. Il faut vraiment prendre les choses en main rapidement avant que la France devienne un terrain de jeu de la criminalité. Aujourd'hui, on ne peut plus attendre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre les choses à bras-le-corps dès aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, pour que cette spirale de violence soit arrêtée assez rapidement avant qu'elle soit incontrôlable ? Déjà, il faut appliquer les peines telles qu'elles sont données dans le code pénal. C'est-à-dire que pour les majeurs, il faut une peine ferme et définitive. Il faut arrêter d'avoir des excuses dès la minorité. C'est-à-dire que les mineurs peuvent aussi avoir des peines et être punis. Pourquoi pas abaisser justement la minorité pénale à 16 ans. Aujourd'hui, par exemple, à 16 ans, on estime qu'on a largement les capacités de passer le permis. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Il y a plein d'exemples comme ça. Pourquoi pas abaisser aussi la minorité ? Mais pour ça, il faudra que derrière, les peines soient appliquées. Ouais, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que justement, manque de place en prison, on préfère le bracelet électronique, d'autres peines. Est-ce que ça peut changer les choses d'appliquer les peines ? Est-ce que ce sera dissuasif ou est-ce qu'au final, ce sera juste un petit passage par la case prison de plus pour certains qui ont un parcours de délinquance très long en réalité ? J'entends ce que vous dites, mais justement, il faudra bien dissocier les primo-délinquants et les récidivistes, d'une part, mais surtout, si un délinquant qui fait quelque chose est puni de suite, dès la première fois, forcément, derrière, elle ne voudra pas recommencer. Alors que quand on laisse plusieurs fois les gens faire des choses et qu'elles sont relâchées, alors que même nos collègues n'ont pas fini de rédiger parfois les PV, comment voulez-vous que les délinquants prennent conscience de leurs actes ? Ouais, on est très loin de cette prise de conscience, évidemment. L'autre sujet, c'est quand même l'arsenal qu'on peut voir auprès des narcotrafiquants. Ces rafales à coups d'armes de guerre sur les pavillons des agents pénitentiaires. Il y a eu des morts également lorsque des points de deal ont été visés. C'était une étudiante à Marseille qui est morte alors qu'elle travaillait dans sa chambre. On a l'impression là aussi que cet arsenal, on ne peut pas mettre la main dessus. Si, bien sûr, ça prend du temps et encore une fois, beaucoup de moyens humains. On ne peut pas avoir des policiers partout suffisants pour pouvoir mener à bien toutes les enquêtes et surtout par manque de moyens. Aujourd'hui, clairement, on est attendu dans certaines cités, on est attendu dans certains quartiers et on manque de moyens pour riposter. Les policiers se rendent bien compte que leur présence est touchée, et puis que leur atteinte physique est vraiment touchée et que du coup ils n'ont pas les moyens pour riposter en fait et prendre le contrôle de ces quartiers seuls.
Mais ça veut dire quoi? Quand on a eu les opérations Place Nette, c'était plus de la com en réalité que des opérations efficaces, puisque certains dealers narquois expliquaient que ils allaient déménager pendant 3 jours et revenir après que les caméras soient parties. Non, bien sûr que non, c'est pas de la com, puisque ça a quand même son effet, on en a parlé tout à l'heure, et du coup ça a eu des répercussions, notamment derrière sur les prisons, puisqu'on a dit que c'était sûrement dû à ça. Mais comment expliquer? C'est-à-dire que peut-être qu'ils peuvent se déplacer, mais si nous derrière on reprend le contrôle après les avoir déplacés, déjà ils ne reviendront plus à cet endroit-là. Et pour ça il faut avoir des moyens, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprendre le contrôle total et les empêcher de revenir. Et ça c'est pas qu'une histoire de caméra, il faut de la présence. Et de la présence c'est du moyen humain qu'on n'a pas forcément suffisamment. Aujourd'hui il y a plus de départs en retraite, en tout cas en police, il y a plus de départs en retraite que d'arrivées en école. Plus, c'est une profession aussi qui souffre de nombreux suicides, de nombreuses démissions. C'est pas non plus une profession facile. Donc, est-ce que là, il y a des choses aussi qui sont faites pour attirer de nouvelles vocations ou avoir une certaine rétention de policiers qui vont apprendre le métier et puis grandir au sein de la police plutôt que partir le plus tôt possible? Ce que les policiers demandent, c'est plus de reconnaissance et de sécurité. C'est-à-dire que, en devenant policier, on intègre bien le fait que nous pouvons prendre des risques, que notre intégrité physique peut être touchée. Ça, c'est compréhensible. Ce que l'on n'accepte pas, par contre, c'est que nos familles puissent être en danger à cause de notre métier. Aujourd'hui, tout en étant très fiers d'être policiers, on ne peut par contre pas le dire à nos voisins, on ne peut pas le dire à nos enfants, par peur de représailles. Et ça fait peur. On est obligé de trouver des subterfuges pour ne pas qu'on sache qu'on est policier. Donc, faire des nouvelles vocations, oui, mais pour ça, il faut quand même que les gens se sentent un peu en sécurité en faisant ce métier. C'est pas une question simplement de fierté, c'est de se dire, je vais faire ce travail, mais je vais pas mettre en danger ma famille. Et ça, aujourd'hui, on l'a perdu, je pense. Et est-ce que c'est quelque chose qui peut revenir? Parce qu'en gros, ça revient à dire qu'aujourd'hui, les policiers sont des cibles. On l'a vu lors des différents attentats. Et c'est quand même paradoxal de dire que le métier qui est censé protéger la population a peur de faire ce métier-là. On est là quand même dans un moment particulier de notre pays. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, les policiers, comme toutes les forces de l'ordre, d'ailleurs, sont des cibles faciles du fait de le port de leur tenue, par exemple. Mais pour contrebalancer tout ça, nous, on n'a rien pour se défendre. Donc, peut-être qu'effectivement, avec plus de fermeté, ça permettrait aux gens non pas d'avoir peur de la police, mais de se dire, si on s'en prend à la police, si on s'en prend aux citoyens, je serai puni, et donc il ne faut pas que je le fasse et ni que je recommence. Mais alors, c'est une question d'éducation, là. On voit bien aussi qu'il y a un certain dérapage ou une angoisse vis-à-vis d'une jeunesse délinquante de plus en plus jeune, avec un non-respect des lois et un non-respect de l'autorité en général. Est-ce qu'il y a là aussi, il n'y a pas un problème de fond du côté de l'éducation ou du côté de l'éducation parentale, au-delà même de l'éducation nationale? Si, bien sûr, je pense que tout est lié. L'éducation parentale est très importante. Je suis moi-même maman et jamais j'accepterai que mes enfants deviennent des délinquants. Mais pour ça, effectivement, on prend ça dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, Alliance Police Nationale n'est pas du tout contre les sanctions contre les parents. Si ton enfant fait quelque chose de répréhensible, peut-être qu'il faudrait aussi sanctionner les parents. Là-dessus, on n'est pas du tout fermé. Et forcément, l'abaissement, comme je le disais tout à l'heure, de la responsabilité pénale. Il y a eu le drame de Nantes aussi, de ce jeune lycéen de 16 ans qui a poignardé d'autres étudiants. Cette question des couteaux dans les écoles aussi, qui revient souvent. Et là, le drame est arrivé. On aurait pu dire qu'on l'a vu venir, puisqu'il y a déjà eu des rixes devant les établissements. Là, c'est au sein d'un établissement. Et toujours cette même question, on peut pas mettre des policiers partout, ça n'empêchera pas malheureusement ces cas-là. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour contrer cette hyperviolence auprès des plus jeunes? Non, c'est un sujet très sensible et on est atterré de ce qui s'est passé hier. Et on apporte tous nos soutiens aux familles. Mais effectivement, dans les lycées, on peut pas mettre un policier, comme vous l'avez dit, derrière chaque lycéen, chaque collégien, c'est impossible. Même d'ailleurs, de mettre ne serait-ce qu'un policier devant chaque établissement scolaire, c'est déjà trop, puisqu'on manque de moyens. Après, il va falloir réfléchir à effectivement peut-être plus de contrôle aux entrées, ou des contrôles obligatoires, une sécurité privée des lycées peut-être. Je pense qu'il faut se fermer aucune porte, ouvrir toutes les pistes, mais il va falloir réfléchir parce que vraiment ça prend de plus en plus d'ampleur, oui.
Ouais, c'est quelque chose qu'on voyait aux États-Unis. On a l'impression qu'on importe un peu tous les maux de la société américaine. Et maintenant, il y a la question des portiques, par exemple, à l'entrée des établissements. C'est quand même 100 000 € pour un portique, et c'est quand même incroyable de se dire on en est réduit à ce genre de réflexion pour la sécurité des enfants au sein des écoles, qui étaient quand même des sanctuaires jusqu'à présent. Oui, je pense que ça ne fera pas machine arrière. Aujourd'hui, vraiment, il y a de plus en plus de faits d'actualité, et ça ne fera pas machine arrière. Donc, il faut vraiment prendre les moyens et prendre conscience de tous ces faits. Et malheureusement, s'il faut mettre des portiques, comme vous le dites, des sécurités privées, je pense qu'il faut le faire. Il en va de la sécurité jusqu'à, au moins, qu'on retrouve une sérénité en France. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne va pas du tout dans le bon sens. Ouais, on voit bien que c'est un peu partout. Les dossiers sont nombreux. Est-ce qu'il y a quand même une raison d'être optimiste sur les nouveaux moyens de la police et sur ce qui va être possible de faire? On peut être optimiste, c'est que la police, elle répondra toujours présente. Aujourd'hui, les forces de l'ordre, quoi qu'on leur demande, elles sont toujours là, malgré le manque de moyens, malgré la peur, malgré effectivement le stress, mais aujourd'hui on répond toujours présent. On l'a vu pendant les JO, on l'a vu à chaque attaque, on est toujours là. Donc il faut être optimiste parce que les policiers sont toujours là et veulent continuer à se battre. Malheureusement, il faut contrebalancer et se dire qu'on ne peut pas être seul. C'est-à-dire qu'il faut que, comme on le disait, la police, la justice, la justice, tout à fait, et les politiques prennent conscience de tout ça et nous aident. Mais on peut être optimiste puisqu'on ne baissera pas les bras. Donc malgré le manque de moyens, on se débrouillera toujours pour être présent. Alors, on a avec nous un auditeur, Richard de Toulouse, qui souhaitait réagir. Bonjour Richard. Oui, bonjour. Merci de me laisser intervenir. Je voulais juste rapporter les propos d'un commissaire de Toulouse qui parlait à mon frère et qui expliquait que, en fait, c'est 70 000 places en prison qui manquent. On a à peu près 80 000 personnes en prison. Il faut 70 000 places. Donc, c'est pas en mettant quelques 1000, même 10 000, même 20 000 places qu'on résout le problème. Et aujourd'hui, donc là, la problématique est là. Et je trouve que la police ne se bat pas assez en donnant les vrais chiffres. Et pour retirer ces primo-délinquants du circuit. Et surtout, ce que je trouve dramatique, c'est que la police est devenue une très grande maison, avec beaucoup d'effectifs, dont on souffre en France. Et quand on est contribuable, comme moi qui bosse dans le privé, je trouve que on paye trop pour ça et on est rendu à un système complètement inefficace. C'est comme une usine qui produirait des arrestations. Et derrière, on n'a pas de magasin. En fait, les produits, on les jette par terre. C'est une fabrique de rebut. Donc, moi, je pense que l'efficacité aujourd'hui et peut-être repenser la dureté des peines, parce qu'aujourd'hui, les courtes peines en prison sont des primes pour les primo-délinquants. C'est la médaille à leur activité. Je pense penser le travail obligatoire, surtout pour les primo-délinquants, en prison. Pour rendre la peine de prison pénible au sens propre du terme, qu'elle marque les souvenirs. Et je pense que là, on aura un vrai discours. Mais aujourd'hui, je pense que la demande de moyens supplémentaires, ça devient inaudible pour le français moyen. Merci Richard, c'est ce qu'on disait effectivement, Barbara Jouvenot, ce problème en fait du travail des policiers qui finalement se heurte à une justice qui n'a pas les moyens d'appliquer les peines. Oui, tout à fait, et tout est lié. L'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire la justice ne peut pas travailler sans nous et nous on ne peut pas travailler sans elle. Mais si derrière il n'y a pas de réponse, le monsieur l'a très bien dit, nous on ne sert à rien, mais on n'a pas l'impact qu'on devrait avoir. L'impact nécessaire, on peut voir quand même qu'il y a une meilleure peut-être coordination entre les deux ministres en ce moment. Est-ce que des choses vont arriver? 70 000 places de prison, c'est pas en un an qu'elles vont sortir de terre, c'est même peut-être pas possible du tout en France. Est-ce que il y a quand même à court terme des solutions? Non, c'est sûr, tout ne peut pas se faire en un jour, mais effectivement, on peut se dire qu'il y a une bonne coordination et au moins il y a l'envie de faire les choses. Aujourd'hui, il faut leur laisser le temps, même si on l'a pas, donc il faut laisser le temps aux choses de se faire, mais je pense que le fait d'en avoir conscience et aujourd'hui d'avoir la volonté de faire les choses, c'est déjà bien.
peut-être pas suffisant, mais c'est mieux que de ne rien faire. Donc effectivement, il faut trouver des pistes. À eux de réfléchir. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Des pistes, il y en a. On les a évoquées aujourd'hui, mais il faut laisser un petit peu de temps, je pense, quand même. Merci beaucoup Barbara Jouvenot, porte-parole, responsable communication d'Alliance Police, d'être venue avec nous sur ce problème récurrent de l'insécurité en France. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant pour parler d'Ukraine. Est-ce que le conflit russo-ukrainien s'intensifie ou est-ce que la paix est au bout du tunnel? Notre invité sera Régis Le Sommier, reporter de guerre, directeur de la rédaction d'Omerta. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour cette deuxième partie d'émission, c'est Régis Le Sommier, reporter de guerre, directeur de la rédaction d'Omerta, auteur notamment de Jusqu'au dernier Ukrainien aux éditions Max Milo, pour parler de ce conflit en Ukraine. Bonjour Régis. Bonjour Alexis. Alors, on a l'impression que sur le dossier ukrainien, c'est un pas en avant, 3 pas en arrière. Donald Trump voulait régler le conflit en 24 heures. Il en est à se dire que si ça n'avance pas plus, il passe à autre chose. Là oui, je pense qu'il est tout près, très très près de jeter l'éponge, mais le problème c'est que je pense qu'on ne mesure pas bien ce que signifiera à la fois pour l'Ukraine et pour l'Europe le fait que l'Amérique se retire de ce conflit. Il y a un certain nombre de choses qui sont à annoncer, comme quoi on va renforcer, on va réarmer l'Europe. Ursula von der Leyen, on en avait débattu d'ailleurs sur ce plateau, les 500 milliards, etc., etc. Sauf que tout ça, d'abord, ça n'a pas encore été complètement acté, le réarmement de l'Allemagne. Et en fait, en tout état de cause, on est avec ce qu'on a actuellement. Or là, si l'Amérique se retire, et je m'en réfère à un papier, une excellente enquête faite dans le New York Times il y a 2 semaines, qui expliquait que toute la guerre depuis le début, depuis février 2022, enfin avril 2022, c'est le moment où cette situation room a été mise en place entre les Américains et les Ukrainiens du côté de Wiesbaden en Allemagne. La guerre a été pilotée depuis un centre opérationnel là-bas, et les Américains ont suivi pied à pied tout ce qui s'est passé et ont donné évidemment leur approbation sur quasiment tout, étant quasiment côte à côte avec l'état-major ukrainien. Même dans la contre-insurrection de 2003, le plan, etc., tout a été fait avec la patte, avec l'armement, avec le renseignement. Tout a été fait par les Américains, en fait, dans ce conflit. Et ce dont on ne s'en rend pas compte, c'est que si les Américains se retirent et s'ils ne votent plus d'aide à l'Ukraine, mais si en plus ils retirent une partie, la totalité du renseignement qu'ils donnent à l'Ukraine, eh bien, ce n'est pas l'Europe, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que l'Ukraine qui est concernée, c'est pas l'Europe qui va pouvoir suppléer à ce vide, parce que c'est colossal. Et nous n'avons pas aujourd'hui les mêmes moyens que les Américains, qui ont un budget de la défense, je le rappelle, qui vient d'être augmenté à 1000 milliards de dollars. C'est l'équivalent des 20 pays derrière cumulés. Donc, si vous voulez, nous n'avons pas cette puissance. Nous avons des budgets de la défense qui ont été structurellement déclinants depuis les 46 dernières années. Et là, subitement, il faudrait qu'on vienne suppléer à l'Ukraine, aider l'Ukraine, prendre la place des Américains et continuer la guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il va falloir que d'une façon ou d'une autre, Trump y trouve son compte. Et s'il ne trouve pas son compte, il peut lâcher l'affaire complètement, effectivement, comme il l'a dit. Ouais, mais justement, cette idée de l'Europe de la défense, portée par Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, les 800 milliards d'investissements, quand on voit que la Belgique va acheter une trentaine de F-35 aux États-Unis, le Danemark, alors même que les États-Unis veulent leur voler le Groenland, achète des F-35. En fait, l'Europe de la défense, c'est un fonds d'achat groupé pour l'armement américain. C'est même, si vous voulez, ça fait partie. Alors, effectivement, le scénario n'est pas celui que Trump envisageait. Il pensait visiblement que Zelensky accepterait, que Poutine accepterait et qu'on irait à la fin de la guerre. Maintenant, si l'Amérique décide de se retirer, elle dit à l'Europe, conduisez cette guerre, faites comme vous voulez, mais achetez notre armement. Donc en fait, c'est tout bénef pour les Américains qui, jusqu'à présent, n'ont pas eu à investir, ont tout fait aux côtés des Ukrainiens, mais sans utiliser leur sang, sans utiliser le sang de leurs soldats. C'est toujours un problème crucial, les fameuses boots on the ground. Donc c'est la ligne
rouge qui ne sera jamais passé par les États-Unis. Surtout après l'Irak et l'Afghanistan, Bien les sûr. guerres longues comme ça, avec investissement de corps expéditionnaires américains, tout ça c'est terminé. Et puis là, c'est face à la Russie, on n'est pas sur un pays comme l'Irak ou l'Afghanistan. Oui, encore que dans l'offensive de Koursk, vous savez, qui a eu lieu en août dernier, les Ukrainiens qui, eux, avaient préparé cette offensive, à l'époque, les Américains les avaient un peu laissés faire, et les Américains se sont retrouvés, c'est encore, je me réfère à ce fameux papier du New York Times, les Américains se sont retrouvés face à face avec les Russes, à donner du renseignement, à aider les Ukrainiens, sinon les Ukrainiens auraient été obligés de se retirer, pour qu'ils puissent s'implanter à Koursk. Les Américains ont dit, à l'époque, c'est la seule fois depuis la guerre froide finalement, même pendant la guerre froide, nous nous sommes jamais retrouvés à combattre les Russes sur leur propre territoire. C'était quasiment, voilà. Donc voilà, là, donc là, il y a eu une peur quand même d'un dérapage bien sûr, avec cette incursion à ce que des Américains finalement, ou on va dire une action américaine puisse être interprétée comme une implication directe dans le conflit. Oui. Il faut savoir que cette incursion à Koursk, qui ressemblait à une opération suicide, a été faite avec de nombreux mercenaires étrangers. Tout à fait, mais de toute façon, il y a beaucoup vous savez, de ce qu'on appelle des tchévékas en russe, mais en ukrainien aussi, c'est-à-dire des sociétés militaires privées qui sont ou des groupes qui ont été créés. Vous avez des unités comme Kraken, par exemple, qui est une unité ukrainienne assez connue, qui est pour grosse partie composée de Polonais, de volontaires polonais. Vous avez la Légion ukrainienne, la Légion géorgienne, tous ces mouvements qui ont été plus ou moins incorporés dans l'armée ukrainienne ou travaillant en parallèle. Et c'est pareil du côté des Russes. Du côté des Russes, vous avez des bataillons de volontaires, un peu sur le modèle Wagner, qui viennent justement aider l'armée classique. Vous l'avez beaucoup côté ukrainien, et effectivement, vous avez un nombre assez considérable de Colombiens, de Polonais, vous avez des Français, vous avez des Anglais, des Britanniques, des Américains aussi. Il y a à peu près une vingtaine d'Américains qui ont été tués dans cette guerre. Donc, d'anciens des forces spéciales, parfois. Tout à fait. Ouais. Alors, entre anciens mercenaires, toujours des forces spéciales, mais déguisés, ça évidemment, il n'y a rien de plus facile que d'envoyer un mercenaire, d'envoyer quelqu'un et dire oui, c'est un mercenaire. Du côté ukrainien, on a souvent accusé les Russes justement d'utiliser les fameux soldats nord-coréens, puis les soldats chinois, toujours démentis, à la fois par la Chine, la Corée du Nord et la Russie, et pourtant c'est aussi une réalité ou pas? Alors les soldats chinois, moi je peux en attester, oui, nous on en a vu, les équipes d'Omerta en ont vu quand on a fait des reportages, notamment à Koursk, mais il s'agissait d'individus ayant choisi de venir combattre, de venir s'enrôler dans l'armée russe. Moi j'ai vu un Nord-Coréen à Koursk, mais il s'agissait d'un Nord-Coréen issu d'une famille ayant immigré en Russie, donc ayant la nationalité russe, mais originaire de Corée du Nord, incorporé dans l'armée russe. Donc voilà, maintenant, sur la question de l'infanterie nord-coréenne utilisée à Koursk, moi, j'y crois pas trop, tout simplement pour le fait que une armée, mettons, comme ça a été dit, 5000 ou 10 000 combattants nord-coréens, faire fonctionner ça à côté d'une armée russe qui a déjà parfois du mal à faire fonctionner 2-3 unités qui sont côte à côte. La question de la langue est cruciale. La question des habitudes militaires ne s'improvise pas comme ça. C'est pas en 2 mois qu'on va intégrer un dispositif qui est en place depuis 3 ans. Donc qu'il y ait eu peut-être des troupes envoyées pour tester ou pour les aguerrir, peut-être le fruit d'une discussion entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine, puisqu'il y a une association, il y a des accords qui ont été faits. Sur l'armement notamment. Oui, sur l'armement. Alors pour le coup, sur l'armement, moi je l'ai vu, j'ai vu les fameux obus 252 mm nord-coréens. Ça, on m'en a attesté. Je les ai vus. J'ai vu aussi qu'ils fonctionnaient. On va dire qu'il y en a 4 sur 5 qui partent. Parfois, il y a un petit raté, parce qu'ils sont assez anciens. C'est des de fabrication ancienne, et ils sont arrivés, on va dire essentiellement en janvier, à l'hiver 2023, où il y avait une pénurie assez significative d'obus de 152 et de 122 mm côté russe, côté ukrainien à l'époque aussi, sauf que les Russes, justement, ont eu cette chance de bénéficier de l'obus nord-coréen ensuite pour
pour peut-être gagner en rapport de feu, c'est-à-dire établir une supériorité par rapport aux artilleurs ukrainiens en face. Oui, c'est quand même assez particulier. Sur le retrait possible américain, c'est quand même assez étonnant de voir que les Européens acceptent assez facilement que ceux qui sont à la manœuvre depuis le début quasiment pour envenimer la situation puissent partir, se dédouaner d'une situation qu'ils ont créée. Mais je crois qu'on ne se rend pas bien compte, et je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, mais même au-delà de Trump, de ce que représente l'Amérique dans cette guerre. C'est une guerre qui, si on considère son départ à 2014, parce que faut arrêter la narration de la guerre d'agression gratuite en février 2022. Si on considère 2014, de bout en bout, vous avez des éléments américains, vous avez un sénateur, John McCain, qui assiste au Maïdan, qui le filme, qui s'en félicite, en fait, qui vient se féliciter d'un coup d'État. Sénateur américain en titre, pas un retraité, avec, etc. Victoria Nuland également. Victoria Nuland, voilà, vous en avez plein d'autres qui sont déjà à la manœuvre, et on le sait, ça a été documenté, il y a plein de documentaires qui ont été faits sur cet épisode-là. Ensuite, là encore, je me réfère au papier du New York Times de février dernier, qui explique que dès 2014, la CIA installe 12 bases le long de la frontière, et que ces éléments de la CIA vont rester en février 2022 au moment de l'attaque, et qu'ils vont servir le renseignement ukrainien, c'est-à-dire le GUR, les hommes de Budanov, qui ont été eux aussi formés par la CIA. Tout ça, c'est des personnages très important dans l'armée ukrainienne aujourd'hui. Oui. Donc l'imbrication, elle est totale, elle existe, et elle n'a fait que s'intensifier dans cette guerre. D'où le départ qui risque d'être, somme toute, problématique, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours sur cette logique, sur cette narration du conflit, qui n'ont pas compris l'impact que pourrait avoir le départ de l'Amérique. On va marquer une courte pause et revenir sur la situation en Ukraine avec ce départ américain ou non, ou ces accords de paix possibles ou non, même si aujourd'hui ils paraissent difficiles dans l'immédiat. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec Régis Le Sommier, reporter de guerre, directeur de la rédaction d'Omerta, pour parler de l'Ukraine. Je parlais de ce mouvement avant-arrière où on ne sait pas vraiment où on est. Il y a eu cette attaque russe de missiles et de drones qui a visé Kiev, qui a tué 12 personnes et blessé 90 autres. C'est de la provocation, là, compte tenu de discussions qui sont en cours. Aller frapper la capitale ukrainienne de cette façon-là, que veulent dire les Russes en faisant ça? Ah oui, d'ailleurs, Emmanuel Macron s'est insurgé contre ces frappes. Il y avait eu les frappes de missiles balistiques sur la ville de Soumy aussi, il y a environ 10 jours. Les Russes ont refait des frappes aussi il y a 2-3 jours qui ont été assez mortelles. Donc je pense que c'est une manière de la part des Russes de faire pression. En même temps, Trump s'est insurgé, a dit stop Vladimir, parce qu'on sent bien que chez Trump il y a cette volonté assez authentique, je dirais, d'arrêter cette guerre à cause justement de l'effusion de sang. Donc Trump a beaucoup de défauts, on ne sait pas parfois exactement où il veut revenir au niveau de ses plans, mais je crois qu'il est assez sincère sur le fait qu'il n'aime pas la guerre et qu'il n'aime pas voir le sang couler. Et en l'occurrence, Vladimir Poutine enfonce le clou, profite de cette situation, mais aussi c'est la manière de Poutine, que Poutine a de mettre la pression sur Zelensky. On sent bien qu'il y a à la fois chez Poutine et à la fois chez Trump une volonté d'éclipser Zelensky. On l'a vu avec l'entrevue à la Maison-Blanche, on l'a vu avec les Russes qui longtemps ont été hostiles à toute discussion avec le président ukrainien. Et puis il y a eu cette idée qui a germé au milieu des discussions entre Russes et Américains de faire des élections. Alors ça a stimulé les appétits des divers personnages, dont Budanov, dont je parlais tout à l'heure, encore que lui, pour le moment, il bouge pas trop, mais vous avez des personnalités comme Vassili Klitschko, qui est le maire de Kiev. Vous avez aussi Valéry Zaloujny, l'ancien chef d'état-major des armées, écarté par Zelensky, et qui actuellement est ambassadeur d'Ukraine à Londres. Quand on observe les tweets que fait Zaloujny depuis, on va dire, une semaine, 10 jours, on a l'impression que c'est des tweets d'hommes d'État. Donc il commence à y avoir cette petite musique qui monte, et surtout aussi, et c'est là où Poutine essaye d'appuyer, c'est sur le fait que si l'Ukraine continue la guerre sans l'aide américaine, avec uniquement les Européens, eh bien, comme le dit
dit l'ancien conseiller de Zelensky, comme Alexei Arestovitch, c'est pas 4 régions que l'Ukraine risque de devoir céder d'ici 6 mois, c'est peut-être 8. Et je cite l'ancien conseiller de Zelensky qui dit ça. Donc on sent bien que, et ce que dit Klitschko aussi est intéressant. Klitschko dit on pourrait peut-être céder du territoire, quitte à ce que ce soit temporaire. Donc voilà, il y a une esquisse d'acceptation d'une forme de plan qui montre que du côté ukrainien, on est prêt à accepter. Certains sont prêts à accepter. Maintenant, est-ce que Zelensky est prêt à accepter? Parce que je pense qu'il y a derrière son avenir aussi qui est en jeu. Lui, clairement, n'accepte pas, puisqu'il en est à vouloir récupérer la Crimée, en expliquant qu'il est d'accord sur tout, sauf sur l'idée de dire on lâche la Crimée, l'intégrité territoriale de l'Ukraine reste une priorité pour lui, alors que de nombreux analystes ou responsables politiques savent très bien que c'est plus possible aujourd'hui. Oui, c'est plus possible, et puis surtout, ça fait 10 ans que ça s'est produit. Et c'est pas que ça peut être rien n'est irréversible dans la vie, mais si vous voulez, les habitants de Crimée aujourd'hui, vous n'avez quasiment pas de gens qui sont. C'est comme dans le Donbass. Moi, j'y ai passé beaucoup de temps, à la différence de Kherson où j'étais allé justement au moment de l'occupation russe, où là il y avait beaucoup de résistance, il y avait des partisans ukrainiens qui justement sabotaient sur les arrières, éliminaient des personnalités pro-russes. Ça, j'ai vu ça à Kherson, Zaporizhzhia aussi, dans ces parties-là nouvellement conquises par les Russes, il y avait de la résistance. En revanche, dans le Donbass, où on se bat depuis 2014, comme en Crimée qui a été annexée en 2014, il y a quasiment plus de gens qui, dans ces zones-là, et je vous parle de quelques 5-6 millions d'habitants, qui sont farouchement pro-russes. Le Donbass est devenu une sorte de forteresse russophone, russophile, tout ce que vous voulez. Il n'y a plus rien d'ukrainien là-bas. Et donc, il y a une sorte de fiction à se dire, on va récupérer les frontières de 91, en sachant que ces mêmes frontières étaient déjà brinque-ballantes à l'époque, avec ce problème déjà qui se trouvait des russophones. Vous avez quand même des présidents ukrainiens comme Poroshenko qui avaient proposé de supprimer la langue russe. Donc, ça aussi, ça a été des moments de tension extrême, au moment où la sécession ne s'était pas faite à l'Est, et aujourd'hui il me paraît extrêmement difficile, sauf à se débarrasser de ces personnes-là et en mettre d'autres, que les Ukrainiens récupèrent ces territoires. Donc là on est dans on va dire de la politique fiction, dans une forme de souhait, mais qui se confronte à une réalité qui n'est plus, voilà. Et pour ce qui est de la Crimée, il y a quand même un côté extrêmement symbolique, parce que on est face à des reconnaissances d'État. Alors on dit oui, c'est la fin du droit international, mais bon, ça n'a pas été la fin du droit international quand on a reconnu le Kosovo, par exemple, qu'on a arraché à la Serbie, et quelque part aujourd'hui, personne va dire il faut le rendre à la Serbie. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu une musique moralisatrice qu'on entend. Là, en l'occurrence, si les États-Unis changent leur fusil d'épaule, c'est quand même un tournant assez vertigineux par rapport à ce qu'ils avaient dit avant. Voilà. Ce que disait Trump lors de son premier mandat, c'était qu'il ne reconnaissait pas la Crimée russe à l'époque. Non, bien sûr. Et là, on se retrouve deuxième mandat, et pour lui, la Crimée russe, il n'y a pas à revenir dessus. C'est allé très vite quand même. Je pense que Trump est prêt à faire beaucoup de concessions, d'abord pour arrêter cette guerre, pour s'offrir une victoire diplomatique. Est-ce qu'il ne fait pas beaucoup trop de concessions aux Russes et pas assez aux Ukrainiens, ce qui est la critique qu'on entend souvent? En même temps, il semble dire aux Ukrainiens, si vous acceptez mon plan, et c'est un peu ce que disent ceux que je vous ai cités, Arestovitch ou Klitschko, même s'ils vont pas totalement dans le sens de Trump, mais ils disent le deal qu'on peut faire aujourd'hui, dans 6 mois, on sera peut-être contraint de faire un autre deal qui sera bien plus à notre désavantage. C'est ça le risque. Le risque, c'est que effondrement du front, perte nouvelle de territoire, situation aussi en Ukraine qui n'est plus tenable en termes d'absence de réserve, en termes de rafles organisées pour trouver des troupes, parce qu'il n'y a plus de troupes. Donc on sait bien que l'économie ukrainienne en plus a été extrêmement fragilisée évidemment par ces 3 ans de guerre. On sent bien que le peuple ukrainien est à la fois extrêmement combatif et résolu, mais en même temps extrêmement fatigué par tout ce qui se passe. Et donc tout ça, ça peut provoquer des fractures à tout moment. Donc la vraie
la vraie question que les Ukrainiens se posent, c'est deal aujourd'hui égale on perd pas tout. On conserve d'ailleurs la navigation sur le Dniepr, donc la possibilité de faire du commerce, une ouverture avec Odessa et la possibilité d'acheminer le blé à l'extérieur. Également la question des centrales nucléaires, et en particulier celle d'Energodar, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, qui aujourd'hui est contrôlée par les Russes, mais qui reviendrait sous souveraineté ukrainienne avec un partage de l'électricité. Alors c'est très avantageux pour les Russes, je vous l'avoue, parce que ça veut dire que l'électricité de ces 6 réacteurs, je vous dis plus grande centrale d'Europe, 1300 mégawatts par réacteur, ça veut dire que les Russes s'assureraient de l'électricité pour l'ensemble des territoires qu'ils ont conquis. Donc c'est avantageux pour les Russes, mais quelque part l'Ukraine ne perd pas tout. Ce que je veux dire, c'est que le deal permet à l'Ukraine de continuer à être armée d'une certaine façon. La fin de l'illusion de l'OTAN, qui est quand même la cause principale de cette guerre de bout en bout, que ce soit de 2014 jusqu'au bout de février 2022, la question de l'OTAN est évidemment au cœur de ce conflit. Donc là, ça serait résolu. Le sommet de l'OTAN est en juin, ce sera un sommet consacré à la question ukrainienne, on peut imaginer. Est-ce que là, il risque d'y avoir des avancées particulières ? Écoutez, déjà on a entendu Mark Rutte, qui est l'ancien Premier ministre néerlandais, qui aujourd'hui est le patron de l'OTAN, dire que l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN. Ça a été je pense qu'il y a évidemment une grosse pression américaine. Je pense qu'il va se passer sur la question de l'OTAN, et c'est là où ça risque d'être critique s'il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire que les États-Unis se retirent, mais qui peuvent aller plus loin en se retirant de l'OTAN. Et ça, c'est une menace que Trump a déjà brandie sur la question justement du financement de l'OTAN, où les États-Unis contribuent à une part disproportionnée par rapport à tous les autres acteurs. Les États-Unis, n'oublions pas, dès le début des négociations, par la voix de Pete Hegseth à l'époque, avait insisté sur le fait que les pays de l'Union européenne devaient revoir à la hausse leur budget, mais ils devaient revoir à la hausse leur participation dans l'OTAN. Sinon, les États-Unis se désengageraient. Et ça a été déjà émis, et ça pour le coup, par Donald Trump lors de son premier mandat. C'est pas la première fois, le retrait des troupes américaines d'Allemagne aussi. À cette époque-là, Emmanuel Macron disait que l'OTAN était en mort cérébrale. Exactement. Mais il risque de se retrouver en mort cérébrale s'il n'y a pas d'accord sur l'Ukraine. C'est ça la vraie question, parce que quand on a une locomotive comme les États-Unis, on est sur un TGV. Si la locomotive disparaît, on n'est plus sur un TGV et il faut reconstruire une motrice, quoi. Voilà. C'est compliqué. Et ça va être assez dur. Et la motrice, ce serait ce fonds européen de la défense de 800 milliards. Mais c'est 5 ans, 10 ans. On en verra les traces. Peut-être qu'on va voir des frémissements. Peut-être qu'on va voir des domaines dans lesquels l'Europe va enfin agir de façon indépendante et non plus être à la remorque. Mais on part finalement, et c'est aussi la chose qu'on a du mal à concevoir, je vois par certains observateurs ou certains politiques, c'est-à-dire que cette ultra-dépendance aux États-Unis qui nous tient, que nous avons chevillé au corps depuis des décennies, ne peut pas disparaître comme ça. Elle peut pas disparaître. Elle pourrait disparaître rationnellement, mais culturellement, nous y sommes habitués. Et il faut faire une volte-face complète et réarmer les pays, réarmer l'Europe pour enfin prendre nos destinées en main. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Évidemment. Voilà. On va marquer une courte pause et revenir sur ces questions de l'OTAN, des troupes au sol aussi, dont on ne parle plus, la coalition Vueling, toutes ces réjouissances portées par le président français, en l'occurrence. À tout de suite sur Radio, 0826 300 300 si vous souhaitez poser une question ou réagir. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve avec Régis Le Sommier, notre invité, reporter de guerre, directeur de la rédaction d'Omerta, pour parler du dossier ukrainien. Alors, il y a eu une réunion à Londres cette semaine à propos de cette coalition des volontaires. Emmanuel Macron était absent pour cause de tournée dans les îles. C'était quand même une absence remarquée. Keir Starmer menait la danse. C'est les deux, le Premier ministre britannique et le président français, qui sont le duo qui veut le leadership sur le dossier ukrainien en Europe. Et on s'est retrouvé devant une réunion qui a été un fiasco complet, on peut dire, puisque l'idée de l'envoi des troupes au sol a été en quelque sorte questionnée, en disant c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Et puis tout le monde fait un peu pression sur Zelensky aussi pour dire bon, il va falloir trouver un accord dans les semaines et les mois qui viennent. Oui, en plus c'est une réunion à laquelle je
Mais je crois que Marco Rubio devait initialement participer et finalement, devant le refus de Zelensky, les premières déclarations, a décidé de ne pas assister à cette réunion. Et ils n'ont même pas envoyé Steve Witkoff, qui est le négociateur de multiplateforme, parce qu'il est sur l'Iran, il est partout. Donc l'avocat spécialiste de l'immobilier. Donc ils n'ont même pas envoyé lui, ils ont envoyé Keith Kellogg, qui était le premier envoyé de Trump sur l'Ukraine, qui avait été écarté. Donc, en gros, des seconds couteaux. Bon, oui, cette réunion n'a pas, finalement, elle n'a fait que refléter les divergences de position des Européens depuis le début. Ouais. À chaque fois qu'il y a eu un mini-sommet, à chaque fois, ça a été toujours les mêmes impasses. Et puis, on a même reculé, je dirais, sur la question de l'envoi des troupes, puisque même les Britanniques, semble-t-il, aujourd'hui, sont un peu réticents à cette hypothèse. Donc, il reste que les Français, finalement. Les Italiens ont dit qu'ils refusaient, les Polonais aussi. Les Allemands également. Voilà, donc on est dans un. En plus, les Allemands, il y a une période transitoire, donc on sait que le prochain chancelier sera aligné, on va dire, en gros, peut-être plus aligné, en tout cas, sur les positions de Macron et de Starmer. Mais en tout cas, il n'est pas encore désigné. Donc tout ça fait qu'il y a un flottement et fait que voilà, on va probablement hériter d'une guerre si l'accord ne se fait pas, et si les Américains se désengagent, encore une fois, qui va nous mettre face à la réalité ukrainienne. Je pense qu'on va se rendre compte que la fiction à laquelle on a cru, en tout cas, et la narration particulière victorieuse de l'Ukraine sur laquelle on a misé depuis 3 ans, finalement ne se matérialise pas, et que ça va être une charge ça va être à nous d'assumer cette charge. C'est déjà le cas, quand on voit les milliards promis à Zelensky, qui aussi soutiennent l'industrie de l'armement française. Ouais, bien sûr. La France est passée 2e exportateur d'armes au monde. Donc, c'est sûr que c'est pas une mauvaise opération. Mais encore une fois, il faut comprendre que on est face à un pays, la Russie, qui est entré en économie de guerre, qui produit chaque mois 3 fois plus d'obus que l'ensemble des pays de l'OTAN. Et donc, et c'est valable aussi pour les engins blindés, c'est valable aussi pour les canons. Donc, ce pays, la Russie, on n'a pas arrêté, on a persisté à considérer comme étant fragile, qui l'an dernier nous a fait une croissance de 4,3%, dépassant l'Allemagne, dépassant la France, enfin bref, et je crois aujourd'hui est la 4e économie du monde, qui a profité finalement. Pourtant, il y a toujours ce discours de dire c'est le PIB d'un tout petit pays de l'Espagne. C'est souvent c'est un géant au pied d'argile. On entend souvent ce discours avec Bruno Le Maire qui disait mettre l'économie russe à genoux, et Jean-Noël Barrot qui a remis une couche, ministre des Affaires étrangères, en disant oui, vous allez voir ce que vous allez voir. Il a dit qu'il fallait l'asphyxier. Voilà, qu'il fallait l'asphyxier à la suite de frappes sur Soumis qui sont inacceptables, évidemment, mais c'est entre la disproportion. En fait, c'est plus de l'ordre de la croyance que de l'ordre du réel, en fait. Sur l'ordre de la croyance, là, quand Emmanuel Macron très fièrement parlait de l'envoi de troupes au sol avec l'ambiguïté stratégique, puis l'envoi de troupes au sol dans le cadre d'un accord de paix, quand on réfléchit 5 minutes, 10 000 soldats français envoyés là-bas en Ukraine, sans qu'à une seconde on ait réfléchi ou comment les loger, quel était le ravitaillement, qui payait pour tout ça, comment ça se passait, l'enveloppe budgétaire pour une telle opération, on se rend vite compte que c'est pas réaliste. Non, c'est pas réaliste. Si on envoie 20 000 troupes pour combattre, il en faut au moins 40 000 en tout, en fait. Donc la logistique, il y a tout un tas de choses. Et puis la question, moi je dis, qui reste fondamentale dans cette histoire, c'est la question de l'adaptabilité de nos troupes aux réalités du terrain. Même si ce sont des troupes, pour le moment, on va dire, on va pas être naïf, les Russes le savent, tout le monde le sait, on envoie des instructeurs pour piloter des armes qu'on envoie, en particulier les canons César, mais d'autres
d'autres choses. Donc évidemment, on a des gens déjà sur place, mais le vrai point d'interrogation, et c'est là où on devrait se poser des questions, c'est observer, quand moi j'entends oui, nous allons former l'armée ukrainienne, ça fait plusieurs mois, presque un an et demi qu'on forme l'armée ukrainienne. Moi je dis attention, non, c'est plutôt l'armée ukrainienne qui devrait nous former. Nous n'avons pas l'habitude de l'intensité qu'a pris cette guerre, nous ne maîtrisons absolument pas, même si nous avons peut-être de l'instruction autour de ça, l'action des drones qui a complètement et radicalement changé la guerre. On est dans une nouvelle forme de guerre sur laquelle nous avons peu de prise. Envoyer nos soldats dans cet enfer, c'est quelque part se donner peu de chance. Et puis pour quel résultat? Il n'est pas sûr que l'introduction d'un contingent français, je donne toujours ce chiffre, mais 28 000 hommes, c'était la présence des Russes quand ils ont occupé Kherson. Voilà. Donc vous imaginez, Kherson c'était on va dire 300 kilomètres de front. Vous avez un front qui fait plus de 1200 kilomètres. Donc vous pouvez pas imaginer, les Russes ont à peu près mobilisé 500 000 hommes, les Ukrainiens à peu près pareil de l'autre côté, et nous on va arriver et on pense changer quelque chose. Alors on nous dit non, ce ne sont pas des troupes combattantes, ce seront des troupes qui seront positionnées dans les villes. On se demande pourquoi faire. Oui, c'est ça. Alors, dans le cadre d'un processus de paix, bien sûr. Alors là, ouf, on est rassuré, on s'imagine que tout va se calmer et on va envoyer des troupes. Mais la réalité, c'est que des troupes, nos troupes, les troupes britanniques veulent dire les troupes d'un pays de l'OTAN. Et dans ce cadre-là, je pense que jamais les Russes n'accepteront que des troupes qui ne soient pas. Alors, les Chinois se sont proposés, certains autres pays pourraient être comme des gardiens de la paix, on va dire, des soldats de la paix, mais ça ne peut pas être des soldats originaires de pays de l'OTAN. Mais justement, est-ce que la suite, s'il y a un accord de paix qui arrive, ou du moins un cessez-le-feu, même bâclé, c'est de voir cette guerre continuer comme une guerre non conventionnelle? On a eu ce général russe qui est mort dans un attentat aujourd'hui. Ouais. Il y a eu d'autres attentats qui ont été des homicides ciblés de la part des Ukrainiens. Est-ce que ça va pas être le lot courant finalement en Crimée, dans les territoires occupés par les Russes, une sorte de guerre d'usure par ces actions terroristes ou ciblées? Alors, ces actions terroristes ou ciblées, il faut savoir d'abord qu'elles sont relativement anciennes. Depuis 2014, en Ukraine, dans les zones occupées par la Russie, il y a eu énormément de ciblage, d'assassinats de dignitaires, soit des personnalités ukrainiennes pro-russes nommées par les nouvelles administrations qui ont été assassinées. C'est une marque typique, classique, presque très ancienne d'ailleurs, puisque c'était le même procédé qu'avait l'UN, l'organisation nationaliste ukrainienne créée par Stepan Bandera, qui était pendant la Seconde Guerre mondiale, était allé jusqu'à assassiner un général soviétique pendant la bataille de Tcherkassy, le général Vatoutine, qui était le grand vainqueur de course, qui a été assassiné par les partisans ukrainiens. Donc il y a une vieille habitude chez les Ukrainiens de l'assassinat ciblé, de la guerre de partisans, d'une manière de saper. C'est le cas chez les Russes aussi. On a vu les actions qu'ils ont commises en Grande-Bretagne, par exemple, sur d'anciens espions, des repentis, etc. Ils ont tué Bandera en 1968 alors qu'il était réfugié en Allemagne. Voilà, donc les Russes ont l'habitude, les Ukrainiens, mais les Ukrainiens chez eux ont une grande habitude d'assassinat d'officiers du NKVD pendant la période soviétique. C'était classique. Donc aujourd'hui, ils peuvent le faire et ils l'ont fait surtout depuis 2014. Je citais Kirilo Budanov tout à l'heure. Donc dans cette équipe justement très entraînée par la CIA, il y a eu parfois les Américains ont protesté, on dit non, comment on vous a pas formé pour ils savaient très bien que c'était eux qui faisaient ça. Donc cette manière. Mais justement, oui. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir déborder le conflit? C'était le cas à Koursk où les Américains ont eu un peu peur sur les opérations spéciales. Les Américains ont dit à Koursk, c'est la seule opération que les Ukrainiens ont maintenue complètement secrète pour les Américains. Ils ont dit on en savait plus sur les Russes que sur nos propres alliés ukrainiens à ce moment-là. Ouais, voilà. Ils voulaient vraiment en faire un effet de surprise. Tout à fait. Mais c'est comme c'était très audacieux, hein. Ouais, mais bon, un peu inutile. C'était une façon de dire. Nous aussi, on peut prendre du territoire. Ça visait à rassurer les Alliés, à dire que l'Ukraine avait encore
la possibilité de prendre l'initiative, de créer une guerre de mouvement dans une guerre d'attrition, tout à coup de surprendre. Et les Russes ont été surpris, ils ont failli se faire piquer leur centrale de Kourtchatov, qui était la centrale qui alimente la ville de Koursk quand même. Donc c'était quand même, oui, il y avait cette portée stratégique. Bien sûr, ils sont allés très très près. Ils sont arrivés dans les faubourgs de Koursk. On va marquer une courte pause et continuer de parler de ce dossier ukrainien avec bien sûr l'avenir politique de Volodymyr Zelensky, président ukrainien, la suite des négociations et puis si une paix est possible ou bien si les différentes frappes russes là vont relancer d'autres frappes ukrainiennes et repartir pour des mois de combat. À tout de suite sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Notre invité Régis Le Sommier pour parler de ce dossier ukrainien. Au moment où nous parlons d'ailleurs, Poutine reçoit au Kremlin Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, son camarade de golf, lui aussi dans l'immobilier de luxe depuis des années, négociateur du coup pour ça. Est-ce que on a l'impression que les Américains ne veulent pas inclure les Ukrainiens dans ces négociations, ni les Européens? Clairement, il y a un mépris à la fois pour la Commission européenne, mais aussi pour les dirigeants européens d'une certaine façon. Est-ce que c'est pour aller plus vite ou est-ce que c'est une erreur de faire ça? Je pense que c'est typique, en tout cas c'est typique de Trump et ce que fait Zelensky contre Trump et quelque part ce que font les Européens, c'est ce qu'il faudrait pas faire avec Trump en fait. Le prendre en frontal, c'est jamais bon. Vous remarquez dans sa rhétorique que la question de Zelensky revient toujours. Le personnage Zelensky, il a ciblé Zelensky. Je cite par exemple ce qu'il a dit hier. Il a dit Zelensky peut avoir la paix ou il peut se battre encore 3 ans avant de perdre tout le pays. Nous sommes très proches d'un accord, mais cet homme qui n'a pas les cartes en main doit maintenant conclure. Voilà. Donc il le rend responsable. Et je pense que ce qu'il y a chez Trump, quand il sent qu'il y a une difficulté, il va essayer de faire ce qu'on appelle le blame game en américain, c'est-à-dire de trouver qui est coupable. En fait, en réalité, ce qui l'empêche de conclure un accord plus vite, c'est l'intransigeance de Poutine. C'est le fait que Poutine sent bien que sur le terrain, il y a une possibilité que l'Ukraine cède, que la Russie gagne encore plus de terrain, voire qu'elle remporte cette guerre. Donc Poutine veut faire durer le plus longtemps possible. Et face à cette adversité poutinienne, Trump renverse l'accusation et la fait porter à Zelensky, qui lui défend son beefsteak. C'est un peu fort de café quand on voit les frappes russes de ces derniers jours, de mettre la pression sur Zelensky plutôt que sur Poutine. C'est quand même étonnant. Même si dans la réalité, Trump n'a pas tort de dire que si l'Ukraine ne prend pas ce deal, le deal dans 6 mois, il sera pire et il y aura eu 50 000 bonhommes au tapis. Voilà. C'est bien tout le problème. Et il y voit aussi le fait qu'il y ait eu beaucoup trop de soutien américain et que ça doit cesser aujourd'hui puisque finalement ça ne rapporte plus rien, c'est ça? C'est ça, ça ne rapporte plus rien. Donc il y a eu ce fameux épisode des terres rares, de cet accord, de cette pression, parce que Trump, à la différence de Biden, considère qu'il doit y avoir retour sur investissement. On ne peut pas laisser. Donc en tout cas, il y aura plus de négociations, il y aura plus de, on va dire, d'arrivées. L'économiste Jeffrey Sachs, vous savez, qui disait une chose dont je suis pratiquement convaincu, c'est que Trump ne reviendra pas au Congrès pour demander davantage de crédit pour financer la guerre en Ukraine. Ça signifie que soit il y aura un accord de paix, soit l'Ukraine tentera essentiellement de se battre sans le soutien des Américains. Ce qui est pas possible en réalité. Ce qui me paraît totalement illusoire. On l'avait vu avec Koursk, souvenez-vous, il y a eu une opération audacieuse qui avait été faite en dissimulant des soldats dans un pipeline vide. Les Russes ont fait une opération de contournement de l'Ukraine, des forces ukrainiennes, mais il y a eu aussi le fait que pendant 4 jours, le renseignement américain n'a plus été fourni. Tulsi Gabbard avait annoncé pendant la première phase des négociations
négociation. Et donc ce renseignement n'était plus là. Les Français et les Britanniques ont essayé d'aider les Ukrainiens de ce point de vue-là, mais rien ne vaut évidemment la capacité et l'efficacité du renseignement américain qui permettait aux Ukrainiens de savoir exactement qui était où, etc., etc., et de pouvoir cibler les positions russes. Donc on l'a vu, la fragilité elle est là. Si Trump décide sur un coup de tête de tout arrêter, il est quasiment impossible pour l'Ukraine de résister très longtemps. Elle le fera héroïquement parce que les Ukrainiens sont des forts combattants. Maintenant, il y a quand même des gens, on le sent bien, je citais Klitschko tout à l'heure, mais d'autres aussi en Ukraine qui commencent à se poser sérieusement des questions sur le fait qu'il va falloir avancer dans cette négociation et qu'on ne peut pas éternellement continuer à dire non, on va continuer quoi. Mais est-ce que justement le fait de pointer du doigt Zelensky, l'hostilité de Trump vis-à-vis de Zelensky renforce pas en interne en Ukraine le poids du président ukrainien? Peut-être, ça peut être aussi l'idée de celui qui a résisté. Vous savez, il a commencé la guerre quand même avec une phrase célèbre. Tout le monde le prenait pour un clown en disant qu'ils ont mis ce type qui est un showman. Quand les Russes ont encerclé Kiev, Joe Biden lui a dit est-ce que tu veux une évacuation? Et il a dit non, j'ai pas besoin d'une évacuation, j'ai besoin d'armes, j'ai besoin qu'on m'aide de ce point de vue-là, mais moi j'ai pas besoin d'être évacué. Il a commencé la guerre comme ça. Là aujourd'hui, il va adopter la technique de celui qui tient We shall never surrender. Là on est dans du Churchill. Il veut jouer sa partition churchillienne jusqu'au bout. En a-t-il les moyens? Est-ce que on sent bien que les adversaires sont aux aguets en interne en Ukraine, que Zelensky est par un personnage immensément populaire. Moi, j'ai fait un reportage. J'avais passé 10 jours en Ukraine au début de la guerre. J'étais extrêmement surpris de voir qu'il y avait des publicités partout pour l'armée ukrainienne, mais que je n'ai jamais vu de visage de Zelensky en disant c'est notre chef. Ça semblait. J'étais du côté d'Odessa, de Lviv. J'ai pas vu un poster de Zelensky nulle part. Donc c'est quand même assez significatif sur le fait que même au début de la guerre, il était contesté. Là, il est contesté aussi, mais la vraie question, c'est les rivalités internes. Il a écarté beaucoup de gens. Il a muselé l'opposition. Il a interdit la presse d'opposition. On n'est plus... Et la presse ukrainienne qui était largement subventionnée par l'USAID, l'aide américaine. C'est vrai. C'était aussi une des réalités qui est tombée avec Trump. Totalement. Et puis, est-ce qu'il y a aussi la possibilité d'un chef de guerre, comme ça avait été le cas du chef du commando Wagner, qui pourrait faire une marche sur Kiev comme avait fait à l'époque Prigojine? Ça avait été évoqué, et l'hypothèse aussi d'une somalisation, on va dire, de l'Ukraine, c'est-à-dire avec des chefs de guerre ou d'une afghanisation à l'époque de 90, 92, c'est-à-dire d'un morcellement du pays, en sachant qu'il y a des potentats qui existent toujours, que même si des groupes comme Azov, Aidar, Pravi Sector ont été intégrés largement dans la structure de l'armée ukrainienne. Ils conservent néanmoins leurs prérogatives. Azov, par exemple, est en train de créer d'autres brigades. On sent qu'il y a aussi là un potentiel de recrutement. J'ai vu leur clip vidéo il y a quelques jours. C'est très impressionnant. Donc là, on est face à du nationalisme ukrainien pur et dur qui est derrière. C'est un peu comme Poutine aussi. On dit oui, Poutine est un ultra, mais en fait il y a d'autres ultras derrière. Il suffit d'écouter comment il s'appelle le chef de la Douma, Tolstoï, Piotr Tolstoï, ou Dimitri Medvedev, qui s'est révélé être un faucon absolu. On n'avait pas l'habitude c'était pas le même Dimitri Medvedev qu'on avait vu avant, allié de Poutine, Premier ministre puis président. Donc il y a cette guerre exacerbe à la fois les passions, les appétits, les ambitions aussi, et comme on sent que les choses sont en train de bouger, et que le mot élection a été prononcé, si ça devient une réalité, là, oui, il risque d'y avoir beaucoup de gens, et vous savez que les sorties de guerre sont toujours très compliquées au niveau au niveau des populations, au niveau du retour des soldats dans les foyers. Souvenez-vous l'Allemagne, 1919, les corps francs, c'est les soldats
soldats allemands qui n'ont pas perdu et à qui on dit vous devez accepter la défaite. Voilà. Ça va être sans doute un autre dossier difficile une fois les pourparlers de paix avancés. Mais on n'y est pas encore. On aura le temps de faire pas mal d'émissions. On pourra en reparler évidemment. Merci beaucoup Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta, reporter de guerre. Dans un instant, c'est Brigitte Lahaye qui va parler des âmes. Avons-nous une âme quelle est l'âme de Vladimir Poutine ou de Volodymyr Zelensky? Je ne sais pas si... C'est George Bush qui avait dit I can read his soul. Je peux lire son âme. Est-ce qu'on peut lire les âmes? À tout de suite sur Sud Radio. Merci.